Bonjour à tous, nous sommes ravis de votre intérêt pour ce webinaire. Nous attendrons 14h05 avant de démarrer pour permettre à tous les retardataires de nous rejoindre. Merci. Rebonjour à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour prendre part à notre nouveau webinaire. C'est le deuxième de notre série sur l'agriculture. Il portera sur la thématique suivante. Comment le digital peut-il impacter le développement du secteur agricole?
Je suis Kate Assi-Okwe, en charge de la communication et du marketing pour l'équipe francophone de Microsafe Consulting. Avant de commencer, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons présenter quelques points logistiques. Tout d'abord, est-ce que vous nous entendez bien? Je vous invite à répondre dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran. Vous pouvez utiliser cette boîte pour poser vos questions tout au long du webinaire. Nous y répondrons à la fin du panel. Enfin, veuillez noter que le webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver l'enregistrement de notre site internet dès demain. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, de vous présenter MSC en quelques mots. MSC est une société de conseil internationale spécialisée en inclusion financière, économique et sociale. Nous sommes basés dans 11 pays à travers le monde et notre siège pour l'Afrique francophone se situe à Dakar. Depuis l'année dernière, nous avons également ouvert des antennes au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en RDC. En condensé, nous dirons que nous sommes au cœur de la révolution digitale depuis ses débuts. Aujourd'hui, nous travaillons avec différents acteurs tels que les gouvernements, les banques, les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services tiers, mais aussi les acteurs de l'écosystème entrepreneurial à travers l'Afrique et l'Asie pour réaliser des améliorations durables et assurer un meilleur impact. Nous offrons des conseils stratégiques et opérationnels et aidons à mettre en œuvre des programmes en utilisant nos données et nos idées provenant de nos travaux de recherche sur le terrain qui sont autant que possible enracinés dans une compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs perceptions, de leurs aspirations et de leurs comportements. Notre expérience, nous la partageons également à travers l'Institut ELIX, qui est notre organe de formation. Hors période Covid, nous offrons à la fois des formations privées sur mesure, mais aussi des formations publiques en présentiel, principalement à Dakar et à Abidjan. Enfin, nous offrons des formations en ligne bénéficiant d'une accréditation de l'Université du Québec en Outaouais. Assez parlé, je passe la parole à Parfait Seka, Senior Manager à MSC, qui a la lourde tâche de modérer ce panel. Parfait, tu as la parole. Bonjour Kate et merci. Bonjour à tout le monde. Merci de vous être connectés pour nous suivre cet après-midi pour parler d'agriculture et de digital. Nous allons démarrer sans plus tarder. Déjà, il faut intégrer que l'agriculture aujourd'hui soutient l'économie de bon nombre de pays africains, assurant 25 à 50% de leur PIB. Et malgré l'urbanisation rapide dans ces différents pays, les activités liées à l'agriculture constituent encore un moyen de subsistance d'environ 60% de la population africaine active et couvre dans certains pays plus de 50% du territoire. Mais cette agriculture dans nos zones est dominée par les petits exploitants agricoles, par de petites exploitations souvent familiales qui font face à de nombreux défis et contraintes affectant leur capacité à développer des activités profitables qui leur permettent en fait de pouvoir dégager des revenus décents dans la durée en termes d'accès aux services, au marché, et à l'information commerciale. Ils ont aussi des difficultés à accéder à des intrants, à des conseils techniques de qualité, à des services financiers adaptés. Le secteur agricole est aussi affecté par les impacts négatifs du changement climatique et la dégradation de l'environnement. Aujourd'hui, avec le digital,
environ 400 solutions digitales au niveau agricole ont été identifiées dans une récente étude publiée par CTA Dalberg Advisor, qui offre environ des services pour environ 33 millions de producteurs, mais l'ensemble de ces plateformes est essentiellement concentré dans les pays anglophones et connaissent des fortunes diverses. Avec l'espoir du digital et les forts taux de pénétration du digital dans notre zone, nous pensons, et il est juste de nous demander, est-ce que le digital, qui aujourd'hui est intégré même dans les plus petits hameaux dans nos pays, peut contribuer à modifier la norme au niveau du secteur agricole, poumon de nos différentes économies? Pour discuter de ce thème aujourd'hui, nous avons invité 4 personnes de choix. Nous avons Madame Renée Chaoberov, qui est directrice générale de CIDR Pamiga. Madame Renée Chaoberov est docteur en économie et en finance. Elle est directrice générale de CIDR Pamiga et de Pamiga Finance SA, un véhicule d'investissement pour la microfinance rurale en Afrique subsaharienne. Et elle est impliquée dans le secteur du développement économique et de la microfinance depuis plus de 30 ans. Renée, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être présente cet après-midi. Avec Renée, nous avons Monsieur Jean Delmas Ewi, plus connu sous le pseudo de Delmo, comme il indique sur sa page LinkedIn, qui est ingénieur informaticien spécialiste en TIC et en développement rural. Il est fondateur de la start-up ICT for Dev, une entreprise spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions TIC. Il possède une grande expérience dans des projets TIC orientés vers le monde rural, expérience qu'il a acquise à travers différents projets comme iCoopsie, qui est l'identification des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, projet réalisé avec la Chambre agricole de Côte d'Ivoire, et pas mal d'autres projets dont je pense qu'il pourrait bien entendu énumérer pendant ce webinaire. Avec nous, nous avons Monsieur David Mudilo, qui est manager partner chez Connect SAS, qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et comme consultant, il a travaillé avec des organisations comme l'USAID, l'UNICEF et la FAO sur diverses thématiques de sécurité alimentaire, nutrition, système alimentaire, inclusion financière. Et il est familier des concepts d'agribusiness, agritech et de fintech. Pour clore la présentation de nos panélistes, nous avons Madame Karine Gondo, qui est I d'exploitation chez Finel. Karine est passionnée d'agriculture, elle est diplômée en master en banque et finance. Elle a un MBA en business management. Elle est passée par plusieurs institutions de microfinance avant d'atterrir chez Finel où elle est Head of Exploitation. Finel est une institution financière dédiée aux femmes entrepreneurs d'Afrique et filiale du groupe Cofina. Donc, bonjour chers panélistes. Sans plus tarder, nous allons commencer par une présentation déjà de vos organisations respectives et de vos différents niveaux d'intervention. Je vais commencer par les femmes et ensuite, je sais que Renée sera très contente que je commence par les femmes, donc je vais commencer par les femmes et ensuite, les hommes vont prendre le relais. Donc Renée, déjà que tu puisses nous présenter l'organisation CIDR Pamiga et les niveaux d'intervention, aussi bien dans le monde agricole que dans d'autres secteurs. Merci. Merci beaucoup, parfait. Donc, CIDR Pamiga est une fusion de deux institutions qui sont présentes en Afrique depuis, pour certaines, très longtemps. CIDR est un acteur qui est présent
dans le secteur du développement et en particulier donc du développement des chaînes de valeur agricoles un peu partout en Afrique depuis plus de 30 ans, 30-40 ans. Et PAMIGA est un acteur de l'inclusion financière et en particulier l'inclusion financière en milieu rural pour les femmes et pour les hommes d'ailleurs depuis une quinzaine d'années. Donc CIDR PAMIGA fusionné depuis début 2020 apporte une palette de compétences aussi bien en matière d'organisation, de renforcement des chaînes de valeur agricoles que en matière de financement. Et ensemble, nous avons développé plusieurs programmes de finances digitales au bénéfice d'institutions de microfinance de façon à leur permettre d'aller plus loin dans leur portée et dans le outreach en milieu rural pour servir des clientèles plus difficiles à atteindre jusqu'à présent. Et enfin, peut-être un dernier mot sur l'aspect qui nous concerne, digital au service du développement du secteur agricole. Je dirais que donc tout récemment, nous avons démarré avec des partenaires ivoiriens et internationaux, donc une plateforme digitale pour les chaînes de valeur agricoles en Côte d'Ivoire et qui s'appelle WeAgri. Merci René. Ma présentation, merci. Merci René. Karine, vous avez maintenant la parole pour nous présenter Finel. Karine, on ne vous entend pas. Hein? Bonjour à tous, bonjour Seka, c'est bon? Parfait. Ok. Donc, Finel, ou la finance pour elle, est une filiale du groupe Cofina. Donc, Finel, qui était auparavant Mimoyer Finance, a été racheté en 2018 par le groupe Cofina. Et la vision de Finel est partie du fait que les femmes étaient un peu exclues du système financier parce que, disait-on, qu'elles n'étaient pas des payeurs sûrs. Et le groupe Cofina a voulu corriger cela parce que l'impact de la femme sur l'économie est plus significatif. C'est-à-dire que quand on fait un financement à une femme, on sait que c'est plusieurs personnes qui en bénéficient. Et donc, le groupe Cofina, qui se veut être le modèle panafricain de la finance inclusive, a voulu marquer le coup en créant Finel. Et donc, Finel s'occupe du financement, c'est vrai, exclusif des femmes. On finance aussi des hommes, mais pour les femmes, on a des taux d'intérêt préférentiels. On a plusieurs types de crédits qui vont des crédits d'investissement, le BFR, les crédits causés. Et depuis ce début d'année, on a ajouté le crédit agricole parce qu'on s'est rendu compte que 65% des femmes actives se trouvaient dans le secteur agricole. Donc aujourd'hui, l'intérêt pour nous d'accompagner ce secteur-là. Donc voilà pour Finel. Merci Karine. Le premier homme qui va maintenant prendre la parole, c'est M. Jean Delmas Sewi. M. Jean Delmas Sewi ou Delmo, c'est ça? Bonsoir à tous. Merci déjà à MC pour ce panel qui nous fait l'honneur de nous donner la parole pour parler d'un sujet qui nous passionne depuis une quinzaine d'années déjà. Je suis Jean Delmas Sewi. Je pense que tu as parfait à longuement présenter qui je suis. Je vais plus m'attarder un peu sur ce que l'on fait au niveau de ICT for Dev. ICT for Dev est une start-up qui nous sommes là depuis 5 ans. 2 ans en termes de recherche et développement et 3 ans avec des produits et services qui sont sur le marché en Afrique, et en Côte d'Ivoire essentiellement, mais en Afrique de l'Ouest. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous accompagnons les différents acteurs au niveau de la chaîne, des différentes chaînes de valeur agricole dans leur processus de digitalisation.
C'est-à-dire qu'on travaille avec les populations en zone rurale, avec les acteurs qui interviennent dans les différentes chaînes de valeur agricole pour développer des solutions numériques assez simples qui vont booster l'activité au niveau, que ce soit au niveau des acteurs institutionnels, des entreprises privées ou bien même des petits paysans. À ICT for Dev, en interne, on a des solutions que nous avons déployées. On a une plateforme de gestion pour les coopératives agricoles qui s'appelle Gélico, qui va permettre aux coopératives d'identifier les membres, les parcelles, tout ce qui est flux d'informations, entrée-sortie de produits. Gélico, c'est 193 coopératives agricoles connectées aujourd'hui et près de 80 paysans que nous accompagnons au quotidien avec cette plateforme-là. On a aussi un marché virtuel qui fait de la mise en relation B2B entre les coopératives agricoles que nous avons et puis les potentiels acheteurs. C'est le virtualmarket.ci. La plateforme est disponible en ligne. Donc, nos coopératives appellent notre call center, elles nous font les propositions et nous, on les fait matcher avec les demandes sur le marché. C'est vice-versa également. Les entreprises qui sont dans le domaine qui ont besoin de produits agricoles nous envoient leurs demandes. On les envoie par SMS aux coopératives que nous pensons pouvoir répondre à ces demandes-là, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes à près de 2700 offres et puis autour de 2200 demandes en ligne que nous avons enregistrées sur la plateforme et nous avons un taux de mise en relation qui tourne autour de 45% quand même. À côté de ça, on a aussi un outil de formation, du conseil agricole. Tout à l'heure, vous parliez de bonnes pratiques agricoles, vous parliez des changements climatiques. Donc, on a une application mobile qui va faire la promotion des bonnes pratiques agricoles. L'application s'appelle Farmbook. Il a été beaucoup utilisé en 2020 lors de la période de Covid parce que les agents de vulgarisation agricole n'arrivaient plus à aller sur le terrain pour assister les paysans. Donc, ils le faisaient via cette plateforme-là. Farmbook va permettre d'encadrer 2000 jeunes dans la cacaoculture à San Pedro sur les 3 années qui viennent. Nous avons bénéficié d'un financement d'une fondation belge, la Fondation Colibri, pour accompagner 2000 jeunes dans ce sens-là. Dernier élément sur lequel nous travaillons, c'est l'accès aux semences de qualité et la formation à l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, on a aussi une solution qui s'appelle e-Variété. C'est une application mobile qui fait la promotion des semences et des produits phyto en langue locale également. Donc, ça, ce sont les 4 solutions que nous avons nous-mêmes en interne, mais notre expertise est souvent sollicitée par les institutions comme le projet e-Agriculture, le PSNDA, la Chambre d'agriculture que nous accompagnons aussi, des groupements d'intérêt économique. On travaille notamment avec les dames de la filière qualité. Nous avons mis en place leur boutique en ligne. Nous les accompagnons, nous préparons une mission au Rwanda avec ces dames-là. Donc, au quotidien, c'est ce que nous faisons. Nous travaillons en étroite collaboration avec ces acteurs-là pour développer des solutions pour essayer de donner un peu de joie aux paysans. Voilà. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jean Delmas. Je ne sais pas si Monsieur David Modilo est là. Je sais qu'il avait quelques petits soucis techniques. Donc, s'il n'est pas connecté, on va vraiment continuer et rentrer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup apprécié votre présentation, les éléments sur lesquels vous êtes revenu, Monsieur Ewi, parce que justement, c'est l'un des éléments sur lesquels on aimerait avoir un peu plus d'informations. Je pense qu'on reviendra là-dessus. On va également, on va d'abord parler d'éléments constatés en fait dans l'activité économique aujourd'hui. On sait que nos économies sont agricoles. Je ne vais pas donner de chiffres, mais je sais que par exemple, quand on parle de café et de cacao, on sait que c'est la base de l'économie en Côte d'Ivoire. Sauf que on se rend compte, même quand on parle d'Anacad, aujourd'hui, nous sommes numéro 1 en termes d'exportation de noix. Mais on se rend compte que les producteurs, ceux qui interviennent dans ce secteur ou qui permettent justement d'avoir ces productions-là, n'arrivent pas en fait à
à vivre de cette activité. Par contre, les négociants et tous ceux qui interviennent, les intermédiaires de la chaîne de valeur, eux, par contre, arrivent à joindre les deux bouts, je dirais. Qu'est-ce qui explique cette situation selon vous et comment vos organisations peuvent contribuer à inverser la tendance? René, j'aimerais commencer par vous. D'accord. Écoutez, moi, je fais deux analyses de cette situation que vous présentez. Je dirais que au point de départ, les producteurs sont déconnectés du marché, ils ne connaissent pas vraiment la demande et ils continuent à produire en partie pour leur propre autoconsommation et de façon traditionnelle. Donc ça, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les petits producteurs agricoles restent pauvres, comme vous le dites. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les producteurs sont souvent isolés, ils produisent peut-être des petites quantités et ils sont du coup extrêmement dépendants des négociants qui viennent au village et du coup, ils doivent accepter leurs conditions. Et très souvent, d'ailleurs, les négociants s'entendent entre eux pour proposer le même prix. Et ce qui fait que le petit producteur isolé dans son village ne peut que accepter, puisque de toute façon, s'il refuse un acheteur, eh bien, il ne trouvera pas d'autres acheteurs puisque très souvent les acheteurs se sont un peu donné le mot. Donc, ces deux causes font que, pour moi, une des solutions, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, l'une des solutions, c'est de travailler justement à pouvoir intégrer les petits producteurs agricoles et l'ensemble de l'écosystème, donc les acheteurs, les exportateurs, les transformateurs, mais aussi ceux qui apportent les services financiers ou techniques dans une plateforme et leur permettre donc au sein de la plateforme d'avoir en présence l'ensemble de l'écosystème agricole et instaurer une possibilité de dialogue, une possibilité de transparence et une possibilité de rééquilibrer un tout petit peu les relations entre les uns et les autres. Merci René. Monsieur Huy, vous avez quelque chose à ajouter? Ah oui, évidemment. Moi, je pense que madame a sorti les éléments clés. C'est que les producteurs sont déconnectés du marché. Vous savez, c'est pas que dans l'agriculture. Hein. Dans un business où vous êtes et que vous ne maîtrisez pas l'information qui circule, forcément, ceux qui ont l'information vont profiter. Si moi, je sais qu'on a besoin de l'anacarde, par exemple, à Abidjan, et que le producteur n'a pas cette information, je sais où trouver le producteur. C'est le rôle des intermédiaires. Eux, ils ont l'information sur les quantités, les coûts et autres. Mais le paysan qui est au village n'a pas cette information-là. Donc, lui, il joue là-dessus. Il veut gagner gros. Parce que l'essence même du business, c'est de gagner, de faire le maximum de marge sur ses investissements. C'est comme les apporteurs d'affaires. Ceux qui apportent un apporteur d'affaires, souvent, il peut avoir plus que celui qui réalise le marché. Parce que l'apporteur d'affaires a l'information du besoin, il a l'information sur le besoin, les quantités, les coûts, donc il est informé sur le prix du marché et autres. Tant que les paysans seront déconnectés des marchés, tant que les paysans n'auront pas accès à l'information qu'il faut quand il le faut, ils ne pourront pas gagner suffisamment d'argent. Ça, c'est clair. Une autre problématique au niveau de la paupérisation de ces populations-là, c'est que, madame en a parlé, c'est aussi les quantités qu'elles produisent. Elles produisent d'abord pour leur consommation personnelle, ensuite, et puis s'il y a un petit surplus, elles le vendent. Comment arriver à faire des regroupements dans des zones au niveau rural pour avoir de grosses quantités? Parce que si on a 10, 15, 20 tonnes à vendre,
On peut bien négocier les prix quand on a 15 kilos, 20 kilos et consommer au bord de la route en espérant qu'un cas gare et puis on vienne avec un seau d'aubergine pour dire on a plutôt à 1000 francs, vous voyez. J'aimerais par contre peut-être rebondir sur un point que vous avez indiqué ici. Vous avez parlé de ces producteurs-là produisent pour leur propre consommation. C'est valable peut-être pour de l'aubergine, pour du piment, pour de l'oignon, mais par exemple pour la nacade ou pour le café ou le cacao, j'aimerais en fait vous entendre là-dessus. Ces produits-là, non, mais vous savez, si on prend le cacao, c'est un secteur assez régulier. Il n'y a pas beaucoup de tests, de lois et autres qui existent. Mais le paysan n'est pas informé. En fonction des productions, si c'est des cultures comme ce qu'on a dit, l'aubergine et autres, ça, c'est des choses. Chaque type de production a ses problèmes. On prend le cacao, l'anacade, le prix est fixé au niveau national. Mais moi, je suis allé à San Pedro le mois dernier. Je partage toujours mes. Vous allez sur ma page, vous verrez. Il y a des endroits où même on a dû abandonner la voiture, on a fait le reste à pied. Vous voyez, donc lui qui est là-bas, les négociants le retrouvent là-bas, dans la forêt, où il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'agent de conseil. S'il prend le cacao à 300, qu'est-ce que ce paysan-là a comme levier pour pouvoir dire non, je ne veux pas? Parce que déjà même, c'est un travail d'aller le trouver dans le campement là-bas pour aller récupérer le produit. Vous voyez? Donc, chaque type de production a ses soucis en fonction de ce qu'on en fait. Si ce n'est pas seulement lié aux intermédiaires, mais aussi les pistes pour arriver à faire sortir les produits. La logistique, les tricycles, ça rentre en ligne de compte. Si moi je prends mon camion et je te trouve dans ton champ pour faire sortir ton produit, il va s'en dire que je vais te fixer le prix qui m'arrange. Or, si les paysans eux-mêmes arrivaient à se mettre en coopérative ou bien avec des coopératives assez fortes, structurées, mieux organisées pour faire sortir leurs produits, ou bien dans les magasins de stockage, vous voyez qu'en ce moment-là, ils peuvent gagner. Mais tant que l'agriculture reste encore en l'état actuel, on n'est pas encore professionnel, c'est vraiment dans le prix ici, mais ils n'ont pas l'accès à l'information. Je vais résumer pour dire l'accès à l'information. Il y a aussi la logistique qui entoure leur activité. Il y a la maîtrise des productions. Il y a des moments où il y a la banane qui sort des champs comme ce n'est pas permis. Et en ce moment, les prix sont très bas. Et puis, il y a des moments où on n'en gagne pas. Donc, il faut pouvoir maîtriser la production, savoir à quel moment on doit produire à contre-saison pour s'étaler sur toute l'année. Je vais finir par cet exemple-là. Vous avez un paysan qui fait cacao. Quand il vend le cacao, il peut avoir 2 millions 400 000. Je dis un exemple. Si on se dit la tonne est à 1000 francs, à 1 million, il a 2 millions 400 000. 2 millions 400 000, quand c'est divisé sur les 12 mois, ça fait 200 000 par mois. C'est le salaire de quelqu'un qui est en entreprise. Mais il a les 2 millions 4, je veux dire, sur une période assez courte. Il n'a pas la formation nécessaire pour gérer cet argent. Quand il a ça, même s'il n'a pas besoin d'une moto, il va aller acheter une nouvelle moto. Chaque fois, quand on va à San Pedro, il va acheter une nouvelle moto, un nouveau matelas. Il n'a pas la formation nécessaire pour pouvoir se dire les 2 millions que j'ai eu en décembre, janvier, là, je dois pouvoir aller sur le reste de l'année parce que là-dedans, il y a les coûts de la main-d'œuvre que j'ai utilisé, les intrants, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi la formation qu'ils doivent avoir même en tant que paysan, en tant que producteur. Donc, ce n'est pas lié aux intermédiaires qui viennent, tout ça, mais lui, en tant que paysan, on doit le former aussi. Parce qu'il gagne de l'argent. Mais si oui, je sais que tu as fond dedans, mais on va laisser la parole à Karine déjà pour qu'elle se prononce. Et puis René, tu peux reprendre la main juste après Karine. Ok, merci. Pour revenir, ils ont dit un peu l'essentiel. Pour revenir un peu sur un point, c'est que ces paysans-là, ces cultivateurs-là, n'étant pas constitués en coopérative, n'étant pas constitués en association, les pisteurs peuvent facilement fixer les prix. Après, il n'y a pas d'outils pour pouvoir vérifier les prix qui sont fixés bord champ. Donc, on peut lancer, par exemple, pour le cacao, on peut lancer la campagne cacao, se dire que
Aujourd'hui, le prix, c'est 824. Mais vous allez voir que les pisteurs vont partir acheter, par exemple, à 500 francs. Donc, celui qui souffre, qui plante, qui suit sa plantation et tout, il gagne pratiquement rien. Après aussi, c'est le système de chaîne de valeur. Donc, le produit prend de la valeur au fur et à mesure qu'il traverse les chaînes de cette valeur-là. Donc, vous allez voir que, pour l'exemple encore du cacao, le kilo de cacao va coûter 825. On sait qu'un kilo, ça fait 1000 grammes. Et on va voir qu'aujourd'hui, le gramme de cacao transformé va coûter 1000 francs. Donc, c'est un peu ça. Après, au-delà de la production, il faut pouvoir transformer ou semi-transformer ces produits. Et à côté de ça aussi, comme M. Delmas l'a dit, il faut un peu d'éducation financière parce qu'on sait que ces cultures-là sont sur une durée précise. Pour le cacao, je pense que la campagne, c'est sur 6 mois. Donc, vous allez avoir de l'argent sur 6 mois, mais il y a 6 autres mois où vous n'êtes pas payé. Et si vous ne savez pas gérer cet argent, vous aurez forcément des difficultés sur les mois à venir. Vous allez vous endetter auprès de personnes physiques qui après vont vous imposer des prix. Donc, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'était ma conclusion. Ça me permet, avant que René intervienne, de rebondir là-dessus pour dire, mais normalement, cette information, les institutions financières l'ont. Qu'est-ce qu'elles proposent de concret pour que, justement, ces producteurs-là, les sommes qui sont, j'allais dire, générées à l'issue de leur vente, ils puissent peut-être les transformer en rente mensuelle. Je ne sais pas, la question est ouverte. René, si tu as quelque chose à dire d'abord, et puis après, je reviens sur Karine. D'accord. Alors, moi, je voudrais revenir sur le fait que le producteur ne connaisse pas le marché et du coup, il produit de façon traditionnelle ou il produit pour son autoconsommation. Alors, bien sûr, s'agissant du cacao ou de la noix de cajou, c'est pas une production pour sa propre consommation. Néanmoins, le fait de ne pas avoir de bonne visibilité sur le marché et la demande et l'évolution de ce que veulent les clients finaux peut vous induire en erreur sur la façon de produire pour apporter une vraie réponse à cette demande. Je vous donne un exemple, l'exemple des produits bio. Donc, par exemple, si vous êtes un producteur traditionnel dans un village et que vous n'avez aucune idée que en Europe, aux États-Unis, on préfère les produits bio, eh bien vous croyez que c'est en appliquant beaucoup d'insecticides, etc., que vous allez avoir un bon rendement et que du coup, vous allez pouvoir vous enrichir. Or, ce n'est peut-être pas ce type de produit-là que le marché veut. Donc, il y a une très grande importance entre la connaissance de ce que les clients finaux demandent, ce que le marché privilégie et donc donne un meilleur prix, de façon à vraiment pouvoir investir dans une production qui va répondre à la demande. Et cette information me paraît extrêmement importante pour transformer un producteur en producteur, je dirais, traditionnel, pour en faire un producteur pour un marché. Et je pense que ça, c'est un état d'esprit, c'est une attitude, c'est un comportement qui va vraiment accompagner la modernisation de tout producteur ou productrice agricole. Et cet accès à l'information, ce que demande le marché, etc., est possible lorsque on intègre un producteur avec l'ensemble de son écosystème, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs. L'ensemble des acteurs ont une vision complémentaire de ce marché. Parce qu'ils sont plus exposés, parce que, etc., etc. Et ce partage de l'information avec le producteur va permettre aux producteurs de mieux comprendre le type de production
attendu de lui et qui va permettre de mieux valoriser son produit. Alors, je reviens tout de suite à noix de cajou, hein, puisque UAgri travaille sur les noix de cajou, je suis un peu obsédée par les noix de cajou. Eh bien, ne serait-ce que la qualité de la noix va déterminer entièrement le prix qu'on va obtenir. Une noix cassée, ça n'a pas la même valeur qu'une noix entière. Donc, je crois que ceux qui comprennent réellement ce que demande un marché, le type de qualité qui est requis, va pouvoir réellement investir de la bonne manière dans sa production. Et savoir bien investir dans sa production est aussi un élément qui va sécuriser l'institution financière qui lui prête. Elle dit, je prête à quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire et qui sait ce qui va le bénéficier, lui donner de la valeur à sa production. Et donc, un producteur averti est un producteur plus responsable, est un producteur qui va gagner. Et moi, m'associant à ce producteur-là, en tant qu'institution de microfinance ou banque, eh bien, on va gagner ensemble, en gros. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est très important de sortir de son isolement, les producteurs de sortir de leur isolement pour rentrer dans une démarche de produire pour un marché. Voilà. C'est très clair. À cela. C'est très clair. Merci René. Karine, je ne sais pas si je reviens sur toi avec la question relative à qu'est-ce qu'une structure comme, je ne dirais pas spécifiquement Finel, mais oui, Finel, pourrait faire justement pour que ces populations-là, sachant comment est-ce qu'elles ont des revenus, qu'est-ce qu'on peut leur proposer éventuellement? Et en mute. C'est des programmes de formation à l'éducation financière, c'est d'accompagner, c'est-à-dire au-delà même du financement, comme René l'a dit tout à l'heure, c'est déjà pour pouvoir financer quelqu'un, il faut que lui-même il sache ce qu'il veut. Donc, avant même le financement, c'est des programmes de formation pour leur donner quelques notions de comptabilité, quelques notions d'épargne et quelques notions de gestion. Et après ça, pouvoir les accompagner pour les aider avec des financements ponctuels quand il le faut pour pouvoir soutenir leur activité. Mais c'est plus de formation, vraiment beaucoup d'accompagnement. Et Finel, pour revenir à Finel, au-delà des financements que nous faisons, nous avons des programmes de formation pour nos clients et pour des personnes qui sont non clients aussi. Je voulais rebondir justement en demandant, est-ce que Finel, justement, dans son approche, a quelque chose pour accompagner ces producteurs-là avant de pouvoir leur mettre des fonds à disposition? Mais je rebondis quand même. Est-ce que vous avez des produits spécifiques au monde agricole aujourd'hui? Oui, nous avons des produits spécifiques au monde agricole. Nous finançons les agriculteurs entre jusqu'à 90 millions. Nous finançons l'acquisition de matériel, de transport, parce que des fois, le fait de ne pas pouvoir transporter sa marchandise, ils sont entre guillemets, comment je vais dire ça, dépendants des pisteurs. Donc, on a des programmes, on a des produits agri-transport pour financer ce matériel-là. Pour ceux, par exemple, qui sont dans le manioc et tout, on a des produits pour acquérir des machines de transformation. On a aussi le crédit AgriCash qui permet… C'est pour la ticket, en fait. Oui, mais pour pouvoir produire la ticket de façon industrielle, pour ne pas rester à petite échelle. Voilà, parce qu'on sait que la ticket est beaucoup exportée maintenant. C'est vrai. D'accord. Donc, on a aussi des produits AgriCash pour, par exemple, ceux qui sont dans le négoce ou si, par exemple, l'agriculteur ou la coopérative a besoin de cash avant la campagne ou pendant la campagne, il y a aussi ce produit-là qui est disponible. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que les autres panélistes ont idée de produits ou services
spécifiques qui existent dans spécifiquement pour les agriculteurs? Alors, moi, je Si je voudrais… vous permets de… Allez-y, madame. Allez-y, madame. Non, allez-y, allez-y. Je vous compléterai après. D'accord. Si je peux me permettre de rebondir sur tout ce qui a été dit, surtout par Madame Gondo, vous savez, le problème même du financement des producteurs, c'est la non-maîtrise même de leur activité. On ne peut pas prêter de l'argent à quelqu'un dont on ne maîtrise pas l'activité. Parce que les banques, les structures de microfinance, elles veulent une sorte de garantie en termes de confiance avant de financer les activités. Tout à l'heure, Madame René disait qu'elle parlait de productions qui souvent ne tiennent pas compte du marché. Si vous regardez un peu en Côte d'Ivoire il y a quelques années, tout le monde a couru vers l'agriculture. On a vu des parents qui ont déterré du manioc, remplacé les parcelles de manioc par les verres parce qu'en ce moment-là, il y avait un boom. Quelques années après, on a beaucoup d'IVA, on n'achète plus le VA. D'autres, on a de l'argent, mais on regarde, on n'a plus la ticket, par exemple, dans la région, on a plus les quitter d'abord venir faire son marché à Abidjan parce qu'on a pris toutes nos parcelles près de l'IVA. Donc, c'est tout cet ensemble-là qu'il faut pouvoir maîtriser. Les microfinances ont des produits, mais souvent, est-ce que ces produits sont vraiment adaptés aux réalités en milieu rural? Est-ce que ces produits sont compréhensibles par ces populations? Est-ce que dans le montage de ces produits, on a pris la peine d'associer ces acteurs-là au montage de ces produits financiers-là qui leur sont destinés? Et il y a tout ça qu'on doit regarder. Un produit financier même peut être, on peut penser qu'on l'a superbement bien monté, mais après, quand on arrive dans la zone, les gens sont peut-être réticents, ou bien même pour les remboursements, ça devient compliqué parce que le gars, il est seul dans son campement, vous lui avez prêté de l'argent, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va produire, vous n'avez pas d'argent. Ils sont constamment sur le terrain pour superviser son activité, donc ils peuvent vendre au premier venu et vous dire que bon, il n'a pas produit, il n'a pas encore vendu. Il y a tout cela qu'il faut maîtriser. C'est pour cela que les acteurs au niveau des microfinances sont un peu réticents. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que les producteurs eux-mêmes ne se mettront pas en association, ne se mettront pas en coopérative organisée, structurée, ça sera compliqué. C'est pour cela que nous mettons à leur disposition une solution comme Gélico qui va permettre d'identifier tous les membres de la coopérative, de la coopérative en question, leurs parcelles, tout ce qui est comme production antérieure, tout est enregistré. Donc, quand on prend un paysan, on a un peu son parcours depuis qu'il est dans la coopérative. En 2018, il a vendu telle quantité à la coopérative. 2019, voici ce qu'il a vendu. Voici ce qu'il a gagné, voici ce qu'il gagne en moyenne par an au niveau de la coopérative. Donc, en fonction de ça, la structure de microfinance va s'appuyer sur nos données pour pouvoir octroyer l'argent à ce paysan. Et on connaît les périodes au cours de l'année où il perçoit son argent. Aujourd'hui, avec Gélico, par exemple, les remboursements se font de manière automatique. Il a bénéficié d'un prêt de 200 000 pour soulager ses enfants à la rentrée. On lui dit sur chaque production, on va vous prélever, je ne sais pas, 10% de votre prêt. Automatiquement, quand la coopérative vend, qu'on lui remet son argent, généralement par mobile money, tout est clair. Vous avez vendu tant, on vous a payé tant, on a prélevé tant pour le prêt que vous avez consenti pour les semences, mais pour le prêt scolaire en question. Donc, nous, on vient avec des solutions pour aider ces acteurs-là qui souhaitent accompagner les producteurs avec des solutions de finance pour pouvoir avoir un outil de monitoring et puis un outil de suivi aussi de leur activité. C'est ce que je voulais apporter comme information à ce niveau. Merci. Bonjour je à pense que je vais prendre… David, tu es là? Oui, je suis là, je vous entends. Je peux intervenir un petit peu? Ben, j'allais critiquer le réseau en RDC, mais bon, comme j'y vais quelquefois, je ne vais pas me créer des ennemis. Bonne arrivée. Non, mais merci. Ça fait déjà un moment que je suis en train de suivre et merci encore pour l'opportunité que vous nous offrez et de participer à ce webinaire. Effectivement, le réseau a des problèmes et je pense que ça, c'est aussi les problèmes que nos agriculteurs rencontrent. Mais il y a aussi d'autres problèmes comme l'accès à l'électricité.
Mais moi, je n'ai pas suivi les débats depuis le début parce que, bon, comme vous savez, j'étais en train d'essayer de me connecter. Mais ce que je voulais dire, c'est que les technologies et le digital apportent réellement des services à valeur ajoutée aux agriculteurs. Quel que soit le niveau des agriculteurs, qu'ils soient lettrés ou bien qu'il ait des difficultés à, à lire et écrire, je pense qu'aujourd'hui, les technologies et le digital peuvent apporter des solutions réelles aux agriculteurs. Mais ces solutions doivent être contextualisées. Bien entendu, on ne peut pas forcément copier-coller une solution d'un pays à un autre et la mener et croire que ça va marcher. Donc ici, par exemple, en RDC, on est en train de travailler sur une solution avec certains partenaires. Il y a plusieurs partenaires qui travaillent sur différentes solutions, mais à un moment donné, on veut aussi créer aussi de la coordination autour de ça. Mais avec des partenaires institutionnels, dont le ministère de l'Agriculture, on est en train de travailler sur une solution agri-système et RNA, donc Registre national des agriculteurs, qui vise en fait à non seulement, premièrement, identifier les agriculteurs, parce que l'un des plus gros problèmes aussi de l'agriculture, ça reste un secteur qui reste très informel, surtout ici en RDC. Donc, les transactions se font généralement en cash et les transactions ne sont pas forcément écrites quelque part. Donc, il n'y a pas de traçabilité de tout ce qui est, tout ce que l'argent qui a été perçu, mais aussi, il n'y a pas de traçabilité sur quand l'argent a été perçu, c'était en échange de quoi, de quelle quantité de produits. Parce que ça, ce sont les éléments qui sont essentiels pour les structures financières, les IMF ou bien les banques qui sont intéressées veulent pouvoir comprendre l'activité agricole fonctionne de quelle manière. Et c'est uniquement en mettant en place un mécanisme de traçabilité que ces structures-là peuvent comprendre. Donc, elles peuvent comprendre que, par exemple, un agriculteur qui arrive à avoir un chiffre d'affaires annuel ou de 1000 $, parce que, bon, ici, on fonctionne beaucoup avec le dollar, de 1000 $ qui pourrait équivaloir à peu près à 1 million, 1 million 100 de francs CFA, cet agriculteur-là, d'où est-ce que cet argent est venu? Est-ce qu'il a vendu 500 kilos de café ou bien de cacao, ou bien est-ce qu'il a vendu 2 tonnes, 3 tonnes de café? Il faut que on arrive il arrive à comprendre cela. Et c'est uniquement en arrivant à comprendre cela qu'il peut calibrer ses crédits ou bien ses offres financières par rapport aux capacités des agriculteurs. Donc justement, ce qu'on essaie de faire avec le registre national et avec AgriSystem, c'est justement pouvoir identifier et pouvoir à chaque transaction, que ce soit lorsque l'agriculteur a fini de produire, donc il a récolté depuis son champ et qu'il a déposé sa quantité de produits dans l'unité de transformation, le RNA et l'agri-système fonctionnent de sorte que lorsque cette quantité est déposée dans les unités de transformation, qui peuvent être des stations de lavage pour le café ou bien des stations de séchage pour le maïs et les autres produits, c'est enregistré quelque part au nom de l'agriculteur, comme ça, de sorte que on peut aussi tracer à chaque fois que les produits agricoles ont eu un mouvement jusqu'au moment où les produits agricoles sont envoyés vers la commercialisation. Donc, ce genre de service et ce qu'on on est en train d'essayer d'ajouter aussi, c'est que lorsque le producteur agricole dépose sa production dans un entrepôt ou bien dans une station de lavage ou bien une unité de transformation, qu'il ait accès potentiellement à un crédit ou à un rentage du fait de cette quantité qui a été déposée. Donc, cette quantité qui a été déposée peut constituer une sorte de garantie pour une institution financière par rapport au remboursement du prêt. Donc, automatiquement, lorsqu'il dépose son produit agricole, il peut recevoir un crédit qui peut équivaloir à 40%, 50% ou 60% de la valeur du produit déposé, de sorte qu'il peut déjà répondre à certains besoins de consommation. Parce que ça, c'est aussi les plus grands problèmes. Les agriculteurs, du fait de la grandeur de leur étendue, de leur terre, souvent
tout le revenu qu'ils reçoivent, ils l'affectent à la consommation. La consommation, ça peut être les habits, ça peut être le paiement des frais scolaires pour leurs enfants, ou bien d'autres, les paiements de soins médicaux, etc. Et très peu de fonds sont réservés à l'épargne ou bien à l'investissement. L'investissement qui permet justement d'accroître, par exemple, l'exploitation agricole ou bien d'investir sur des équipements qui vont améliorer leur rendement ou améliorer leur productivité. Donc, c'est pour maintenant des financements d'investissement, il y a maintenant des partenaires qui sont en train de se positionner aussi dans le système pour nous faciliter à donner des financements pour que l'agriculteur augmente sa productivité. Il peut avoir, par exemple, un champ de 10 hectares, mais ne pas avoir la capacité de le cultiver parce qu'il n'a pas forcément les fonds qu'il faut. Mais en ayant ce champ de 10 hectares déjà enregistré dans le système, dans le registre national, ça lui permet d'avoir accès à un crédit parce que pour payer, par exemple, des machines qui vont lui permettre d'exploiter son champ ou bien payer des animaux de trait qui peuvent aussi lui permettre de payer son champ, de faire les travaux sur le champ. Donc, c'est un peu, je pense que le digital apporte non seulement un plus à la fois au niveau de la production, donc c'est ce que je viens d'expliquer un peu. Au niveau de la production aussi, le digital nous permet aux producteurs agricoles d'être en relation avec, par exemple, des professionnels agricoles, des agronomes, parce que les agriculteurs ne sont pas toujours des agronomes, ils ne connaissent pas toujours quelles sont les pratiques qu'il faut. Ils ont besoin de conseils. Donc, le digital nous permet aussi, à travers un centre d'appel, d'être en connexion régulière avec les agriculteurs pour leur donner des conseils. Ça peut être des conseils qui sont envoyés par SMS, ça peut être aussi des conseils qui sont envoyés par un système de IVR qui, en fait, c'est un répondeur interactif avec l'agriculteur en langue nationale qui va lui, au fur et à mesure, selon les interactions, qui va l'orienter sur les besoins qu'il a en ce moment-là. Donc voilà. D'accord, David. Merci déjà. Tu es allé plus vite que nous, mais on va essayer de se reconnecter et puis on reviendra vers toi sûrement. Parce que justement, il y a eu, avant que tu interviennes, il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites ou d'identification des difficultés que rencontraient les agriculteurs. Et ton point, en fait, est venu comme un début de solution qui peut être apporté par le digital. Mais on voulait, dans un premier temps, revenir sur ces points-là et demander aux panélistes, je vais faire peut-être une petite synthèse des points qui ont été identifiés. Dans un premier temps, il y a une difficulté au niveau des producteurs à avoir des informations sur le marché. Par rapport à ce premier point, est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent être apportées par le digital? David a commencé à énumérer certaines. Est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter? René ou Delmas ou Karim, vous pouvez prendre la parole comme vous sentez. Je crois qu'on l'a aussi un peu évoqué hein, dans l'analyse précédente. On a dit que intégrer des producteurs dans une plateforme avec l'ensemble de l'écosystème, hein, c'est-à-dire les producteurs, les acheteurs, les exportateurs, les transformateurs, mais aussi les institutions qui apportent des services, hein, des institutions financières ou les institutions qui apportent des conseils agricoles, qui apportent donc des intrants, etc. Donc, réunir l'ensemble de l'écosystème des chaînes de valeur sur la même plateforme permet de comment on dit ça, permet de casser les isolements des uns et des autres, et en particulier en faveur des petits producteurs, leur permet d'avoir une vision élargie
de l'environnement dans lequel ils travaillent, du marché dans lequel ils sont insérés. Je pense que la plateforme digitale est une des solutions les plus efficaces que nous savons aujourd'hui. Alors, bien sûr, ce type de choses peut être aussi répondu de point par point, mais franchement, je pense que le digital nous permet de passer à l'échelle, donc de répondre à ce même besoin pour un nombre beaucoup plus important de producteurs en même temps, en les insérant dans une plateforme du type plateforme place de marché ou avec des fonctionnalités de service. Karine ou Oui. Si je... Donc, Allez-y, Karine. merci. Donc, c'est un peu la même chose que ce que René disait tout à l'heure. Hein. Le digital par les plateformes qu'elle offre permet en fait de pouvoir suivre l'activité. À côté de cela, pour nous qui accompagnons par des accompagnements financiers ces agriculteurs-là, le digital nous permet un meilleur suivi. Je donne un exemple. Il y a par exemple une fintech qui a des balances connectées. Et avec ces balances connectées-là, on peut voir le tonnage qui a été fait par chaque coopérative ou par chaque planteur. Et à côté de cela, on peut directement envoyer de l'argent sur les comptes mobile money des planteurs ou des coopératives via le mobile banking. Donc, pour nous, c'est vraiment bienvenu et ça nous aide vraiment. C'est dans l'accompagnement de ces agriculteurs-là. Voilà. Si moi je dois ajouter quelque chose à ce qui a été dit, c'est un peu par rapport à mon expérience. Vous savez, les problèmes au niveau du monde agricole sont divers. Et donc, Madame René l'a si bien dit, il faut mettre en place un écosystème. Si vous accompagnez les paysans avec les bonnes pratiques agricoles, les bonnes pratiques phyto, et que vous ne garantissez pas à la sortie comment ils vont commercialiser, vous allez vous retrouver quelques années plus tard avec une bonne production et des difficultés pour écouler les produits, ça va créer encore des problèmes. Si vous les connectez à un marché plus ouvert, donc vous les mettez en contact avec les agro-industriels et qui ne produisent pas suffisamment, l'agro-industriel aura un problème d'approvisionnement pour faire tourner son usine à temps plein. Si vous ne réglez pas les problèmes de pistes au niveau rural, les accès au campement, la logistique, tout ce qui est tricycle, tout ce qui est véhicule pour faire sortir les produits, tout ce que vous faites là, vous allez résoudre une partie du problème. Donc, il faut mettre en place un écosystème autour du producteur, autour des coopératives agricoles, qui va prendre en compte tous les acteurs qui interviennent, que ce soit les institutions financières, parce que l'institution financière doit pouvoir financer l'activité, donc contribuer à son développement, garantir par exemple les achats de produits aux paysans ou l'exportation pour la transformation au niveau local. Et puis, il faut aussi mettre en place un système pour pouvoir faire sortir facilement les produits en zone rurale, où des camions vont quitter par exemple Korogo à moitié vide, et puis venir jusqu'à Abidjan, traverser toutes les villes là. Mais comme on n'a pas l'information qu'il y a un camion qui est immatriculé comme ceci, avec dedans la banane, le camion peut faire par exemple, je dis quoi, 10 tonnes. Il est plein à 3, 4, 5 tonnes. Le chauffeur, lui, il a déjà quitté son coup. Or, si on a l'information qu'en route, on peut pas en compléter avec d'autres quantités, les coûts sont partagés. Et donc, quand ça arrive au marché ici, qu'on décharge, puisque les coûts ont été supportés par plusieurs grossistes, ça réduit aussi les coûts de vente sur le marché. Souvent, on se plaint que le marché est cher. Donc, c'est tout un ensemble. Le digital vraiment permet de régler ces solutions-là, de régler ces difficultés-là brique par brique. C'est-à-dire, on prend une difficulté, on a une solution qui la résout, et puis après, on intègre toutes ces solutions-là, ça crée une plateforme entière où chacun vient et joue son rôle. Moi, je suis transporteur, je suis inscrit sur la plateforme,
Je suis à Borogo, j'ai donné ma zone où je peux livrer. Quand quelqu'un a besoin d'un camion, je suis à l'entrée. Si je suis disponible, je prends la commande. Je suis un producteur ou bien une coopérative. On a des produits en quantité, on veut faire sortir. On a un point d'entrée au niveau de la plateforme où on peut pousser nos offres. Je suis conseiller agricole, je ne peux pas me déplacer pour faire 500, 300 paysans, qu'on appelle ça, l'année ou bien le mois. Une plateforme à partir de mes plateformes, je peux partager mon contenu à ces paysans via, comme monsieur l'a dit, via des messageries au niveau vocal, en langue vocale, ou bien même des systèmes de callback où on appelle le paysan, ou bien même des applications mobiles comme ce que nous avons qui embarquent pour le conseil agricole. Donc le paysan depuis son champ a accès à ce contenu-là et pour pouvoir travailler. S'il y a des difficultés, il peut faire remonter de l'information via juste une photo. Donc, il y a beaucoup de difficultés, mais il suffit de mettre tout ça ensemble, de mettre tous les acteurs ensemble. C'est-à-dire qu'il faut faire une plateforme intégrée avec différentes solutions pour chaque acteur. Mais ces solutions doivent se compléter. Parce que si on résout le problème du financement, on n'a pas résolu le problème de commercialisation, ils seront financés après. Ils ne pourront pas vendre. Si on a des marchés qu'on ne peut pas produire aussi, donc ils n'ont pas eu de bons conseils, ils n'ont pas eu les meilleures semences, on ne pourra pas, je vais dire, couvrir ce marché-là. Donc, pour nous, à ICT, on voit sur le problème, c'est vrai, il y a différents problèmes. En résolvant chaque type de problème et après en mettant tous ces plateformes ensemble, on arrive on pourra gérer tout ça. D'accord. Je voulais peut-être dire peut-être qu'en fait, aujourd'hui, en vous écoutant, en écoutant David, Ewi, René et Karine, on se rend compte que ceux qui disent que mettre des solutions digitales pour l'agriculture, alors que les personnes sont peu éduquées au niveau digital ou ne sont pas allées à l'école, c'est pas vrai. Ou bien je ne me suis pas fait comprendre. Aujourd'hui, quand vous parlez de solutions digitales pour le monde agricole, les gens ont l'impression que ce n'est pas faisable parce que ces personnes-là ne savent pas peut-être, ne sont pas très à l'aise avec les technologies ou ne savent pas lire ou ne savent pas écrire. Est-ce qu'aujourd'hui, en vous écoutant, c'est toujours vrai ça? Alors moi, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est les mêmes gens qui disent que les populations rurales ont des problèmes avec le digital, nous ont dit aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, que jamais le téléphone mobile ne pourrait fonctionner en Afrique, en milieu rural, avec des populations analphabètes. Et on connaît aujourd'hui la conséquence de la pénétration du téléphone mobile dans le continent. Donc, je pense que c'est le même type de question. Je crois que lorsque vous voyez à quoi le digital peut vous servir dans votre vie quotidienne et dans vos revenus essentiels et dans la gestion de vos ressources, quels qu'ils soient, eh bien, vous allez pouvoir trouver la solution pour maîtriser l'outil digital, ne serait-ce que parfois en vous appuyant sur les plus jeunes que vous. Il y a une occasion de coopération intergénérationnelle formidable en milieu rural. Le nombre de femmes qui comptent sur leurs enfants adultes, leur fils ou leur fille, pour les aider dans un premier temps à maîtriser l'outil et qui après s'en servent très très bien, eh bien voilà, je crois que c'est surtout l'utilité du digital qui va faire que cela peut se propager et voilà, moi je ne crois pas que la fracture digitale va durer très longtemps en Afrique. Je vais rebondir, si ce que Mme René vient de dire, je vais parler par expérience. Tout part de l'approche que vous avez quand vous concevez les solutions. Nous, ce que nous faisons au niveau de l'ICT, c'est qu'on ne conçoit jamais une solution hors de ces acteurs-là. Nous travaillons dès la mise en
place de l'idée même de concevoir l'application, on se déplace en zone rurale, le choix des couleurs, l'animation, le parcours, ce qu'on appelle le parcours client dans l'application, c'est avec ces populations qu'on le conçoit. Et vous savez, quand ceux qui le disent peut-être n'ont pas cette chance-là de fréquenter ces populations au quotidien. Je prends un exemple. Le mobile money, nous, on envoie de l'argent aux tantes au village. Est-ce que vous les accompagnez pour récupérer l'argent? Madame m'a dit quelque chose qui est très important. Quand je sais que mon intérêt dépend de cette chose-là, je n'ai même pas besoin qu'on me force pour l'apprendre. Vous voyez, je vais vous montrer, je ne sais pas si c'est visible sur l'image, vous voyez. Je suis arrivé derrière un pays, un producteur de DBA. On a embarqué dans l'application Farmbook tout le process pour les agriculture. Et on forme ces gens de paysans à l'utilisation de l'application. Ça, il a fait de remonter les informations à son agronome. Et quand il est formé, il va bien former l'autre paysan qui est à côté. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a 2000 jeunes dans la zone de San Pedro avec les outils modernes que sont les smartphones et les applications mobiles ou dans la cacaoculture. Mais on est sûr qu'avec ces 2000 jeunes qui sont dans les collectivités, dans les villages, ils deviennent 2000 ambassadeurs de bonnes pratiques. Et comme ils ont le contenu dans leur téléphone, ils sauront comment former d'autres planteurs. Et comme le planteur qui a été formé, il a mis le contenu surtout dans le téléphone de l'autre, il va chacun le même téléphone pour avoir le même contenu pour se former. Après 3, 4, 5 ans, au lieu de 2000, on aura par exemple 10 000 jeunes qui ont la formation en question. Ceux qui disent que les populations, je n'aime pas le terme analphabète, je voulais plutôt illettré, ou bien non pas la culture du numérique, se trompent. Moi, j'ai été récemment, le mois dernier, j'ai fait toute la région de San Pedro, vous allez dans les villages, ils ont des smartphones. Ce qu'il faut maintenant, il faut des applications dans ces smartphones pour qu'ils puissent les utiliser. Et c'est notre rôle qui est de produire ces applications avec eux pour qu'ils puissent les utiliser. Et même en produisant des applications, ça peut amener d'autres aussi à acquérir ces terminaux-là. Et sur des applications adaptées, monsieur a parlé de copier-coller. On va faire le copier-coller. Ce qui marche ailleurs ne peut pas forcément marcher ici. C'est dans la démarche que tout se dessine. Si au départ d'un projet destiné au monde, peu importe le projet, que ce soit un projet national d'accompagnement, recensement, tout ça, si vous ne les intégrez pas, que vous débarquez un matin dans le village ou dans la communauté, vous dites, on est venu avec ça pour faire votre bonheur, ils ne vont pas l'adopter, ou bien ils vont l'adopter difficilement. Mais si dès le départ, on leur dit, on est conscient des problèmes que vous avez, on veut vous aider par rapport à une solution comme ceci, comme ça. Ils vous diront, ça c'est bon, là c'est bon, là. Je vais finir par cette petite expérience qu'on a partagée. Quand on concevait l'application mobile, on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas lire. Après, on a mis de la voix dans les menus, et puis eux-mêmes ont dit, je ne sais pas lire, mais quand je vois une tomate, je sais que c'est une tomate. Donc, toutes les applications sont basées sur beaucoup d'images. On a eu beaucoup d'images, et ça, si on n'était pas avec eux, on n'allait pas savoir que pour faire le menu, vous, par exemple, si vous avez une application, dans le menu, on met le tomate, ainsi de riz, ainsi de suite, c'est facile parce que vous savez lire. Mais eux, ils ne savent pas lire. Mais au moins, ils voient qu'ici, il y a la photo du riz. Donc, ici, il appuie dessus, il va avoir de l'information sur le riz. Ça, on n'a pas besoin d'aller faire bac plus 5 pour savoir ça. Donc, ceux qui le disent, je peux dire qu'ils ne connaissent pas bien. Même si Parfait. Parfait. Je voulais juste rebondir rapidement, juste à deux mots. Vas-y, David. Il faut aussi savoir que le digital ne se limite pas aux applications smartphone et à l'Internet. Je voudrais juste souligner ça. Il y a le USSD qui est du digital, il y a le SMS qui est du digital, il y a vraiment d'autres options qui ne sont pas que nos populations africaines utilisent depuis une dizaine d'années, qui peuvent être aussi utilisées, adaptées. On peut concevoir des applications USSD aujourd'hui, des applications comme Isoko, toutes ces applications qui ont commencé à être utilisées dans le monde agricole ont commencé par du USSD ou bien du SMS. Donc, je voulais juste préciser que le digital ne se limite pas aux applications smartphone avec des jolies couleurs ou avec de l'Internet. Vite, c'est clair. Maintenant, j'ai un point. Vous avez parlé de IVR. Je sais que pour ce que j'ai pu voir, des fois, les coûts en termes de déploiement de solutions à partir d'IVR sont élevés.
comment est-ce qu'on peut rentabiliser une telle technologie dans nos environnements si déjà le coût d'implémentation est important? Je peux me permettre de rebondir là-dessus parce que nous on a fait l'expérience au niveau de la ICT et puis bon. C'est une question pour ICT et puis pour SAS essentiellement. Vous savez, on a tenté l'expérience et puis après, ce qui est intéressant, c'est que les modèles économiques au niveau de ces solutions-là ne sont pas souvent perceptibles dès le départ. Quand on montait à ICT, on avait pensé qu'on pourrait se faire de l'argent sur les producteurs. Bon, moi, je savais que je parle de l'équipe parce qu'il y a moi et puis il y a le fonds d'investissement qui nous accompagnait. Moi, je me suis à leur dire qu'on ne gagnera pas d'argent sur les producteurs. On gagne l'argent sur ceux qui ont intérêt à ce que les produits soient en quantité, soit de qualité. C'est-à-dire ceux qui achètent ou bien ceux qui ont besoin de l'information agricole pour travailler. Donc, quand on monte un projet, l'IBR, le coût d'implémentation était assez élevé. Et derrière le modèle économique, parce que les paysans les payaient, c'était des appels surtaxés. On a constaté que ça ne passait pas. Dieu merci, un opérateur de télécom sur place, de téléphonie mobile sur place, qui a un système IBR sous forme de cloud et qui nous devenait moins cher. Donc l'intégration, à ce niveau-là, les coûts ont été divisés par exemple par 10, par 10 fois 100 souvent. On avait des plateformes IVR qu'on louait, qu'on concevait, qu'on louait dans le cloud qui nous coûtait 18 000 francs le mois, par exemple. Donc, l'année, ça ne dépasse pas les 500 $. Donc, quand c'est comme ça, le paysan qui appelle, il paye au même tarif d'un appel normal, mais il a accès à l'information, puisque nous, en ce moment-là, on a réussi à diviser les coûts. Mais là où on va gagner de l'argent, c'est l'information qu'on collecte, qu'on analyse et qu'on va revendre aux structures comme les institutions financières avec lesquelles nous travaillons. Les personnes qui ont besoin de données statistiques pour leur activité, c'est en ce moment-là que nous, on gagne de l'argent. Donc, on peut déployer l'IVR. Par exemple, en période de Covid, les appels vers notre centre d'appel était au tarif normal, et ce n'était pas surtaxé. Mais les appels nous permettaient de collecter de la donnée que nous analysons en interne. Et donc, quand une institution nous approche, on leur revend ces données-là sous forme analysée. Donc, c'est dans ce moment-là qu'on gagne de l'argent pour soutenir l'activité de l'IVR en question. D'accord. Excusez-moi, monsieur, oui, il nous reste plus beaucoup de temps, donc je suis obligé de vous interrompre, mais c'est très clair. On a vu qu'il faut réfléchir sur le modèle pour ne pas se tromper de combat. Il y a une question, peut-être David, tu vas rebondir tout à l'heure, mais il y a une question que je ne peux pas ne pas poser, sinon je vais avoir des problèmes. C'est quelle est la place qu'on veut donner à la femme et à la jeunesse dans ce monde agricole ou qu'on peut donner dans ce monde agricole? René, tu as la parole. Alors, je crois que franchement, vous ne leur donnez pas, hein, elles vont le prendre. Hein, donc, donc ne vous trompez pas de combat. Je crois que ça va être clair pour tout le monde très vite. Les femmes, hein, ont une place extrêmement importante et, dans les chaînes de valeur agricole. Et donc, ce qui aujourd'hui n'est peut-être pas suffisamment valorisé et qu'il va falloir à des acteurs comme nous, hein, qui voulons que les chaînes de valeur agricole soient un lieu d'égalité homme-femme comme tous les lieux de notre vie économique et sociale. Reconnaissons la valeur des femmes dans les chaînes de valeur agricole. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, toujours dans la même filière noix de cajou, eh bien, on dit que les femmes il y a 20% de femmes productrices dans les noix de cajou, tout simplement parce que, au point de vue foncier, les femmes ne peuvent pas accéder au foncier en tant que tel, et donc les seules femmes qui sont
productrices sont les femmes qui ont hérité de la terre de leur mari ou de leur père ou grand-père. Bon, aujourd'hui, on dit qu'il y a 20%, ce qui est déjà pas mal, hein, au fond. C'est une filière où il y a quand même 500 000 producteurs, donc ça vous fait quand même 100 000 productrices, ce qui est quand même déjà assez considérable. Mais si on prend en compte les ramasseuses, fonction indispensable parce que sans ramassage et ramassage dans de bonnes conditions de la noix, vous n'avez pas de produits. Et les femmes qui travaillent dans les chaînes de transformation, eh bien, si vous prenez en compte cela, c'est 1,5 million de femmes qui sont dans cette chaîne de valeur. Sans compter que les femmes qui travaillent aux côtés de leur mari, elles sont peut-être pas productrices, mais elles sont clairement dans la production et elles ramassent dans le champ du mari sans se faire payer. Donc, vous voyez qu'on a une chaîne de valeur dans laquelle il y a 2 millions de femmes. Donc, le jour où on aura permis une bonne valorisation de toutes ces fonctions, qui sont des fonctions qui créent de la valeur dans une chaîne de valeur agricole et que nous devons transformer en ne serait-ce qu'emploi décent et peut-être opportunité d'entreprise, parce que j'ai moi-même interrogé un certain nombre de focus group de femmes ramasseuses de noix de cajou en Côte d'Ivoire. Elles ont d'autres aspirations que d'être ramasseuses toute leur vie, ça je peux vous le dire. Donc si vous arrivez à transformer un certain nombre d'entre elles en entrepreneuses, eh bien, vous aurez un secteur, une filière de la noix de cajou qui va être extrêmement prospère, qui va créer de la valeur, qui va créer des emplois et qui va contribuer au PIB du pays. Donc, je pense que les femmes sont tout à fait prêtes à s'engager dans ce processus-là. Et parlant de coopératives, j'ai aussi discuté avec les femmes productrices d'anacarde. En fait, si elles ne sont pas si massivement dans les coopératives, c'est qu'elles n'ont pas vraiment confiance dans la façon dont ces coopératives sont gérées. Et je leur ai posé la question, est-ce que vous serez intéressés à créer une coopérative women-led and women managed, donc gérée par les femmes et gouvernée par les femmes? Elles disent qu'elles sont absolument prêtes. Et dans la même réunion focus group, j'ai posé la question au chef de village, comment voyez-vous dans le village des coopératives conduites par les femmes à côté des coopératives conduites par les hommes? Et croyez-moi, j'ai des chefs de village en plein milieu rural reculé qui me disent, si la concurrence est loyale, la compétition est loyale entre la coopérative d'hommes et la coopérative de femmes, eh bien, c'est le village entier qui va en profiter. Donc, vous avez aussi des chefs de village éclairés qui comprennent que donnant le pouvoir aux femmes, elles vont contribuer à faire avancer le village. Donc ça, c'est mes 3 minutes de féminisme. C'est quand tu me l'as offert sur le plateau, donc j'en profite pour bien le saisir. Je suis très satisfait. Karine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Ça a été très clair. Oui, en fait, René a presque tout dit. C'est comme je le disais d'entrée, par rapport à la création de Finelle, l'intérêt, c'était que d'accompagner une femme avec plus d'incidence sur la famille aujourd'hui qu'accompagner un homme. C'est pas pour dénigrer les hommes, mais c'est quelque chose qui a été vu. Et voilà, aujourd'hui, faire de la place, je dirais même pas faire de la place, c'est notre place aux femmes dans le monde agricole aujourd'hui, c'est donner un nouveau souffle à l'agriculture, à ce secteur-là, si vous voulez.
Aujourd'hui, par rapport à cela, nous avons des programmes de formation pour ces dames-là. Nous avons des partenariats, par exemple, avec ONU Femmes sur la filière karité et la filière manioc, où nous accompagnons ces dames-là dans tout ce qui est inclusion financière. Nous les aidons à se mettre ensemble en coopérative uniquement féminine, gérée et dirigée par des femmes. Et on voit que ça marche très bien. Et c'est ce qui même nous a encouragés aujourd'hui à nous lancer dans tout ce qui est produit agricole pour aller plus loin. Et aujourd'hui, on discute avec René sur la plateforme UEAgri pour pouvoir aussi accompagner ces dames-là, leur donner plus de force, des financements adaptés. Et aussi, on a une approche aussi avec Care International où ça s'appelle des AVEC. C'est un peu des associations qui fonctionnent comme des coopératives où ces femmes-là se mettent ensemble, épargnent sur un moment et après, cette épargne-là constitue un fonds de départ pour une activité et c'est quelque chose qui se passe très bien. Donc aujourd'hui, la femme dans le monde agricole, c'est donner un nouveau souffle au monde agricole. Donc merci pour cette perche que tu nous as tendue. J'espère que vous pouvez... C'est qu'à moi, je voulais aussi rebondir à ce que les dames disaient. Vous n'avez pas besoin d'être des dames pour qu'on accepte que les femmes ont un réel rôle David, dans le monde agricole. J'allais donner la parole aux hommes quand même pour qu'ils puissent se prononcer sur les femmes. Donc, vas-y, David. On est totalement d'accord avec ce que les dames ont dit. Je pense que nous aussi, ici en RDC, on a déjà fait quelques études pour montrer, non seulement pour essayer d'évaluer le rôle de la femme au niveau des travaux dans la production agricole, au niveau des travaux dans la commercialisation agricole, mais aussi après au niveau de la gestion des revenus qui viennent de l'agriculture. On se rend compte qu'au niveau des travaux, les femmes ont un rôle prépondérant. Au niveau de la commercialisation aussi, c'est elle qu'on retrouve souvent sur les marchés en train de vendre les produits ou bien en train de négocier avec les intermédiaires. Mais malheureusement, très souvent, au niveau de la gestion maintenant du revenu qui vient de l'agriculture, on retrouve généralement que soit plus souvent, c'est l'homme qui prend la décision ou bien pour très peu de cas, ils prennent la décision à deux. C'est ainsi que, par exemple, même dans les objectifs qu'on s'est fixés dans les projets de digitalisation, c'est aussi de faciliter justement cette interaction dans la gestion des revenus qui viennent de l'agriculture à travers des mécanismes de paiement digitaux où avant de retirer de l'argent en cash, parce que c'est l'argent en cash généralement qu'on n'arrive pas à tracer, avant de retirer de l'argent en cash auprès des agents qu'on voudrait mettre en place, que ce soit l'homme et la femme qui soient ensemble pour le retrait de cet argent en cash. Mais aussi, on voudrait plutôt aussi avoir des points, des marchands qui acceptent les paiements directement digitaux, mais sur des produits qui entrent dans le cycle de production. Donc, effectivement, mesdames, les femmes ont un réel rôle dans le monde agricole. Souvent, le dommage que selon nos mécanismes traditionnels, nos mécanismes sociaux traditionnels, on n'arrive pas à reconnaître ce rôle-là, mais elles ont réellement un rôle important. Et je pense que le digital, et je pense que tous les projets dont vous avez parlé, les projets qu'on est en train d'essayer de mettre en place aussi en RDC, ont justement comme objectif de renforcer ce rôle-là et de démontrer que les femmes, il faut accompagner les femmes si on veut réellement développer l'agriculture. Et oui, oui, moi je pense que tout a été dit, hein. Madame René, Madame Gondo, je pense que quand c'est dit par elle-même, c'est encore plus, je veux dire, plus bien exprimé, quoi. Mais vous savez, en zone rurale, on ne peut pas parler de développement en zone rurale sans inclure les femmes qui sont souvent même les piliers des familles. Quelqu'un a dit quand vous aidez la femme, vous aidez toute la famille parce que
Je ne dis pas ça pour plaire aux femmes, mais bon, un homme, quand il prend un prêt, peut-être que ça, c'est un constat qu'on a observé aussi sur le terrain. Quand ils ont l'argent, c'est peut-être la deuxième épouse qui pense immédiatement prendre. Généralement, les femmes, c'est plus les enfants. Est-ce qu'il faut que je scolarise les enfants? Est-ce qu'il faut que je mette de l'argent de côté? Donc, les femmes ont cette propension naturelle à vouloir gérer avec parcimonie ce qu'elles gagnent. Donc, on ne peut pas parler de développement dans ces zones-là sans s'appuyer, sans accompagner les femmes. Et nous, on a cette belle expérience à travers notre plateforme Génico, les coopératives gérées par les femmes. On a travaillé avec des GIE, les groupements d'intérêt économique, comme de la filière, pardon, pas Cajou, Carité, ces filières-là sont essentiellement menées par des femmes, mais le sérieux qu'elles y mettent, la qualité de leurs travaux, les données, l'assiduité au niveau des formations, c'est quand même à féliciter, quoi. Donc, moi, je me dis, tout projet de développement, que je ne parle même pas de l'agriculture seulement, tout projet de développement en zone rurale qui n'intègre pas, qui ne prend pas en compte la vie des femmes, la vision des femmes, qui ne prend pas en compte l'épanouissement des femmes, ça sera difficile à amener. Donc, le digital ne sort pas de ce cadre-là. Généralement, les femmes sont mieux instruites au niveau de la gestion même des ressources. Donc, nous, elles sont incontournables. Donc, sans projet, parler de développement agricole en zone rurale avec le digital ou avec n'importe quel autre outil, sans inclure les femmes et les jeunes, c'est peine perdue. Merci beaucoup. Et oui, je pense qu'on est au terme du temps qui nous a été imparti. C'est passé très vite. Je n'ai pas du tout senti qu'on a fait 1h30 de discussion déjà. Donc, je voulais laisser la parole à chacun pour que vous puissiez dire votre dernier mot sur ce thème et comment vous voyez le digital impacter le développement du secteur agricole. On va commencer par les femmes encore ou bien on termine par elles pour leur donner le mot de fin. Je vais commencer par David, après Ewi, Karine et puis René pour clôturer l'intervention. Par la suite, il y a une série de questions qu'on va poser, qu'on a reçues en fait des différents participants. Ok. Et, mon mot de fin, je voulais juste peut-être aussi revenir sur, je pense, l'importance de l'agriculture dans nos économies. Si je ne me trompe, l'agriculture est autant importante pour l'économie ivoirienne que l'économie de la RDC. Donc, dans le contexte où l'agriculture, c'est vraiment un secteur économique très important, il est important qu'aujourd'hui, on arrive à plus le formaliser, donc sortir de l'informel. Et c'est pourquoi je pense que le digital a un rôle important pour permettre à ce qu'on sorte de l'agriculture informelle. En tout cas, pour la RDC, on est dans une agriculture informelle et de subsistance et passer à un autre type d'agriculture commerciale et formelle. Et pour cela, le digital a un rôle important. Donc, pour moi, il y a clairement cette reconnaissance-là de cette importance de l'agriculture. Et de ce fait, on devrait investir un peu plus pour justement avoir la capacité de capturer cette importance dans nos différentes transactions, dans les différentes interactions dans le secteur agricole. Donc, le gouvernement a aussi un rôle important. Malheureusement, on a beaucoup parlé de ce que nous faisons, mais on n'a pas forcément parlé aussi de ce rôle de catalyseur et de ce rôle de coordonnateur que l'État devrait avoir et pour qu'on ait des solutions digitales qui répondent effectivement aux besoins des populations et qu'on arrive à vulgariser ces solutions jusque dans les milieux ruraux.
Je pourrais peut-être m'arrêter par là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et pour laisser l'opportunité à nos participants de poser des questions. Si je dois prendre le relais par rapport à ce que M. David vient de dire, c'est que nous sommes conscients que le digital est incontournable aujourd'hui dans le domaine agricole pour développer et l'activité agricole et les acteurs dans ce domaine, le niveau de vie de ces acteurs-là. Effectivement, on n'a pas sur le panel un acteur, je dirais, qui nous vient de l'État pour partager avec nous comment l'État impulse, accompagne, comment l'État compte accompagner ce vent nouveau qui s'ouvre sur l'agriculture en Afrique. Les problèmes sont les mêmes, accès au marché, information, commercialisation, information, éducation financière, tout ça. Mais comment on s'y prend pour y répondre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Quel rôle chaque acteur doit jouer au niveau de l'écosystème? C'est ce que nous essayons plus ou moins de mettre en place. C'est peut-être encore de manière, je vais dire, je ne dirais pas désordonnée, mais chacun dans son coin, chacun fait, essaye de faire ce qu'il sait faire. Mais ce genre de rencontres permettent de donner, de montrer aux yeux du monde ce qui est fait, ce qui compte être fait, et ça peut créer des connexions, ça peut créer des réseaux qui vont permettre d'aller plus vite dans ce processus de digitalisation de l'agriculture. Nous, à ICT, comme je dis, nous sommes ouverts. Aujourd'hui, nous posons pied en RDC. J'espère que quand j'y serai dans quelques semaines, je pourrai rencontrer M. David pour parler des réalités au niveau local. Tout ce qui est important pour nous, c'est que ces solutions-là soient adaptées au contexte, à notre contexte, et que ces solutions soient adoptées, pas seulement adaptées, mais adoptées aussi par ces populations-là. Et ça, c'est le plus gros challenge. Je dis souvent à mes développeurs au bureau ici, la conception de l'application, c'est 15-20% du travail. Donc, comment l'application va être adoptée sur le terrain, c'est ça le vrai challenge. C'est surtout ça. Sinon, les applications, on peut les concevoir, mais est-ce qu'elles tiennent compte du contexte? Ça encore, c'est un véritable challenge à relever. Tu es la bienvenue. Je t'attendrai fermement ici à Kinshasa. Je veux mes commissions derrière. Hein. Ok, donc pour mon mot de fin, je pense que l'essentiel a été dit. On sait que le digital vraiment impacte le secteur agricole en l'aidant à se développer et en nous aidant, nous, acteurs financiers de ce secteur-là, à pouvoir mieux suivre l'activité de nos différents partenaires. Donc, l'enjeu est grand aujourd'hui. Il faut savoir faire la différence entre le digital et tout ce qui est Internet et tout. Comme le disait David dans son intervention, au-delà des applications et tout, on a le système USSD, le mobile banking et les SMS qui marchent très bien. Donc, pour toutes les couches de la société, ils peuvent être impactés par le digital et c'est tout bénéf pour nous qui pouvons par derrière suivre tout ce qui est activité financière. Donc, voilà. Alors, en ce qui me concerne, je dirais que, bon, pour le développement du secteur agricole, le digital n'est pas la panacée, mais c'est clairement un outil indispensable pour le passage à l'échelle, pour l'efficience, pour la transparence, pour l'équité et pour faciliter, favoriser le partenariat et la coopération de tous les acteurs d'un écosystème. Et donc, c'est une véritable révolution dans le travail de développement dans lequel nous tous sommes impliqués. Nous n'en sommes qu'au
tout début et cela semble tellement prometteur qu'on a vite envie d'être aujourd'hui et demain pour pouvoir profiter de tout ce que le digital permet pour tout le travail que nous voulons faire et que nous pouvons, grâce au digital, faire beaucoup mieux, beaucoup plus transparent et tous ensemble. J'ai failli applaudir. Merci à tout le monde. Ce que je retiens avant qu'on passe à la phase des questions-réponses, c'est que le digital, le secteur agricole est très important pour nos économies, mais connaît pas mal de difficultés liées à des manques d'informations, à la circulation d'informations ou bien même à des organisations qui pourraient permettre à ces structures qui évoluent dans l'agriculture ou à ces personnes qui évoluent dans l'agriculture d'être plus fortes. Et quand on est ensemble, on est plus fort et on peut négocier. Mais également, le digital permet, il est important parce qu'il permet cette inclusion économique et sociale, mais aussi financière avec les produits et services qui sont créés. Et il joue un rôle assez important dans l'accès d'information, l'accès à l'information pour ces producteurs-là. Il y a différents canaux qui existent aujourd'hui qui permettent à ces producteurs-là de pouvoir avoir accès à des informations pour améliorer leur production, améliorer leur connaissance de l'environnement et améliorer leurs pratiques. Mais il est indispensable de mettre en place un écosystème pour que les différentes entités des chaînes de valeur n'évoluent pas seules, qu'elles puissent évoluer ensemble pour apporter un plus, pour régler leurs problèmes. Je vais quand même nous accorder une petite minute publicité de MSC parce que dans le fond, il y a des éléments que vous avez indiqués qui sont tellement importants. C'est le fait de créer des plateformes, pas en restant dans son bureau, mais de créer des plateformes en tenant compte des réalités de l'environnement qui va utiliser cette plateforme-là. Et nous, à MSC, nous avons une approche qu'on appelle Market Insight for Innovation and Design, qu'on appelle MI4ID. Il y a un site web dans ce sens-là qui existe et qui permet en fait de tenir compte, pour ceux qui ont déjà fait des formations avec moi, je pense que j'ai déjà expliqué ça, qui permettent de tenir compte en fait des réalités de l'environnement pour co-créer avec les utilisateurs les plateformes en éliminant tout ce qui est biais et tout ce qui peut être et en intégrant que ce qui peut leur apporter une meilleure compréhension et une valeur ajoutée. Et je pense que c'est des éléments ensemble, comme les producteurs, si on se met ensemble, c'est sûr qu'on va créer des choses qui vont permettre de révolutionner et le monde agricole et même nos économies. Je vous remercie. Maintenant, on va débuter la partie questions-réponses. Kate, tu m'entends? Oui, je suis là, parfait. Donc, je te laisse l'idée cette partie. Oui, pas de souci. Merci, Kate. Merci à tous nos panélistes pour ces réponses très enrichissantes. Alors, nous allons passer à la session de questions et réponses. Nous n'avons pas énormément de temps, malheureusement. Nous allons prendre les questions que nous pouvons. Nous allons demander à nos panélistes d'être assez précis et concis. Et pour les questions qui ne seront pas répondues tout à l'heure, nous enverrons des messages personnels aux participants qui les ont posés. Alors, la première question, c'est celle-là. Elle est adressée à Karine. Il y a un de nos participants disait, j'ai cru entendre que chez Finel fait la part belle en termes de pourcentage aux femmes. N'est-ce pas une forme d'exclure les hommes? Finel, parlant de finances inclusives, je voudrais mieux comprendre. Alors, Finel, vous avez un problème à régler là, en ce moment. On vous écoute. Ok, merci déjà pour la question. Comme je le disais, les hommes ne sont pas exclus des financements Finel. Les hommes sont financés au taux normal et nous avons l'un des meilleurs taux d'intérêt sur le marché. Nous sommes à 1,50% dégressif et comme je le disais, c'est l'un des meilleurs taux. Cependant, Finel, la finance pour elle, on a décidé de faire, si vous voulez, de la discrimination positive.
Donc, c'est pas qu'on exclut les hommes, mais on fait des taux préférentiels aux femmes. Donc, ce taux-là, c'est de faire moins 1% sur le taux d'intérêt annuel aux femmes et de faire plus 1% sur tout ce qui est taux de rémunération de compte épargne et tout. Donc, voilà, les hommes ne sont pas exclus, les hommes sont là, mais on fait des taux préférentiels aux femmes. Donc, voilà un peu. Et comme je le disais, on finance tout type d'activité. On finance tous les secteurs. Les financements qu'on fait vont des financements BFR, investissement, crédit causé, donc avance sur facture, avance sur bon de commande, engagement par signature et maintenant les crédits agricoles. Donc voilà un peu ce que Finel fait. J'espère avoir répondu à la question. D'accord. Nous espérons aussi que notre participant est satisfait de cette réponse. La seconde question, c'est, bon, on peut dire que les questions ont été répondues au cours de la session, mais on va vous laisser quand même l'opportunité d'être assez explicatif là-dessus. La question, c'était le digital faisant appel aux TIC. Comment nos paysans pourront en bénéficier? Monsieur Moudilo? Comme je l'ai dit, hein, je pense que les TIC, c'est pas seulement l'Internet, c'est pas seulement les smartphones. Les TIC, c'est même le 3310 que nous avons eu il y a quelques années. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a des solutions digitales qui utilisent des technologies qui sont appropriées pour nos communautés rurales. Et on a de plus en plus même de partenariats avec des structures comme les télécoms, des structures comme même des compagnies qui facilitent la mise en place de panneaux solaires individuels pour nous faciliter en fait l'accès à nos communautés rurales, aux TIC, donc à la recharge de téléphone. Donc je pense qu'effectivement, nos communautés rurales et nos paysans ont une capacité à s'approprier des TIC qui n'existent pas depuis 2 ans, mais qui existent depuis plusieurs années. D'accord, merci, Monsieur Moudilo. Question pour Monsieur Delmas. Existe-t-il déjà des solutions digitales qui coordonnent l'offre et la demande sur le marché de produits agricoles? Tapez www.virtualmarket.ci, vous allez tomber sur notre plateforme B2B qui donne la possibilité à nos coopératives d'entrer en contact avec le potentiel acheteur via notre centre d'appel. Et aujourd'hui, nous sommes en train de l'étendre aux femmes en zone rurale. Nous sommes en pilote dans la zone d'Abengourou, qui est ma région d'origine. C'est la première fois que je conduis un projet là-bas d'ailleurs. Et les parents se sont plaints. Donc en plus des coopératives, on va s'intéresser maintenant aux petits producteurs. Donc, on a déjà l'expérience avec le Mutual Market qui existe depuis 2-3 ans. Et là, maintenant, on va prendre les producteurs individuels et puis leur donner accès à un marché un peu plus large via le digital. Donc, ces plateformes existent. D'accord. On en a au Kenya. Donc, c'est des choses qui existent déjà. René, vous voulez ajouter? Oui, c'est ma minute de publicité pour WeAgri, hein, puisque nous avons aussi une place de marché, mais c'est spécifiquement pour l'instant à l'anacarde. Hein, donc, ça ne met pas des producteurs, tout type de producteurs avec tout type d'acheteurs, mais réellement les petits producteurs d'anacarde avec les acheteurs, les exportateurs, les entreprises de transformation qui veulent s'approvisionner en anacarde en Côte d'Ivoire. On voulait aussi vous inviter en RDC. Hein. Pardon? Et nous avons l'intention d'étendre dès l'année prochaine à des pays comme le Sénégal et le Bénin. J'ai entendu M. Moudilo qui disait qu'on attend WeAgri aussi en RDC. Donc, il faudrait déjà commencer à mettre cela dans le programme de WeAgri. Absolument, avec grand plaisir. D'accord. Prochaine question, je pense qu'on ne va pas tarder. La prochaine question, c'est comment une institution financière peut-elle accompagner un producteur ayant un petit champ
et dont la terre ne lui appartient pas à avoir accès au financement. Donc, disons que ce producteur-là utilise une terre qui ne lui appartient pas forcément, mais pourrait-il avoir un accès au financement et comment? Je me tourne vers Karine. Ok, déjà dans la question, il y a deux problèmes, je pense. Euh, un petit producteur et puis après, la terre ne lui appartient pas. Déjà, pour la première problématique, c'est de se mettre ensemble, de trouver d'autres petits producteurs pour qu'ils se mettent ensemble pour former une coopérative et ils seront plus forts et ça sera euh, pour nous plus facile de les accompagner parce qu'ensemble, on va se dire que c'est plus sérieux, ils seront mieux constitués et tout. Et le fait de financer la coopérative et pas un seul individu, ça sécurise pour nous le remboursement parce que le risque est éparpillé sur tout le monde. Ça, c'est un. De deux, le fait que la terre ne lui appartienne pas, c'est un souci. Et pour ça, il y a l'AFOR qui s'occupe de tout ce qui est foncier rural, qui donne des documents légaux qui peuvent être utilisés dans le financement comment je vais dire ça, comme des titres de propriété et tout. Et à partir de là, il peut avoir le financement. Donc, premièrement, se mettre avec d'autres petits producteurs pour former une coopérative. Et deuxièmement, se rapprocher de l'autorité qui gère les terres pour pouvoir avoir des documents légaux. Donc, voilà. D'accord. Alors, Karine, vous gardez la main pour la question suivante. La question, comment le digital peut aider à résoudre les difficultés de financement dans l'agriculture? Ok, je pense que j'en avais parlé dans mon intervention. Comme je le disais, le digital nous offre, pour nous, c'est un outil de suivi de nos financements. Comme je le disais aujourd'hui, nous avons des fintech qui, par exemple, nous permettent de pouvoir savoir en temps réel quel est le tonnage qui a été fait. Et à partir de là, nous pouvons virer l'argent sur les comptes des producteurs ou des coopératives via le wallet to bank. Donc aujourd'hui, c'est un outil de suivi pour nous par rapport au financement que nous faisons. C'est plus sécurisant. Vous allez voir que avant, quand on faisait les financements dans le domaine agricole, on finançait sur une coopérative. On n'avait pas la possibilité de savoir où l'argent allait, à quoi est-ce que l'argent servait, alors qu'aujourd'hui, avec ces outils-là, on a la possibilité de faire le suivi. Et par derrière, pour nous, c'est de faire des partenariats avec les payeurs finaux que sont les grosses firmes ou les gros exportateurs pour pouvoir recevoir le paiement sur nos comptes et ensuite pouvoir virer sur le compte de ces coopératives-là. Donc, voici comment le digital nous aide dans tout ce qui est financement. Monsieur Moudilo, vous voulez ajouter quelque chose rapidement avant qu'on ne clôture la session? Ce que je pourrais dire, c'est effectivement, je pense que la dame qui est passée avant moi l'a dit, ça facilite en fait aussi la traçabilité en fait. Ce que les structures financières veulent savoir, c'est effectivement lorsqu'ils ils payent un producteur agricole, qu'est-ce qu'il fait de l'argent, mais aussi en amont, ils veulent savoir quelles sont ses capacités réellement à absorber l'argent, le financement qu'il voudrait avoir. Donc, est-ce qu'il a une capacité à absorber 500 dollars ou bien il a une capacité à absorber 2000 dollars? Donc, ce sont ces analyses-là que les structures financières font et que le digital nous apporte. Et malheureusement, au stade actuel, le secteur agricole ne permettait pas ça. Et c'est ça que le digital apporte aussi à l'agriculture et au secteur financier. D'accord, merci, Monsieur Moudilo. Nous allons terminer avec une contribution d'une participante qui nous disait que nous sommes convaincus que le digital est un outil important pour plusieurs raisons que vous avez évoquées. Je souhaiterais toutefois que l'on se concentre sur comment faciliter aux femmes l'accès à une plateforme contribuant à une égalité de genre pour ce qui concerne l'accès à l'information sur les marchés, les produits, en quelque sorte l'offre et la demande. Donc, on clôturait notre session avec
contributions. Je rappelle que la session est enregistrée et l'enregistrement sera partagé avec tous ceux qui ont été parmi nous aujourd'hui. Nous sommes d'ailleurs ravis que vous ayez utilisé de votre précieux temps pour être parmi nous. Nous rappelons que nous sommes seulement à la deuxième session de notre série de webinaires sur l'agriculture. Nous avons une dernière session qui aura lieu le 28 octobre. Parfait. On a la bannière. Voilà. Donc, nous vous invitons à vous connecter massivement pour participer à cette dernière session sur l'agriculture que MSC organise. Nous sommes ravis aujourd'hui d'avoir été parmi vous. Merci à tous et excellente fin de journée. Merci à tout le monde.